Chers lecteurs et chères lectrices, bonjour. Bienvenue encore une fois à ce Midi Livre, chronique de plus en plus suivie. Vous pouvez aller voir les archives de nos autres Midi Livres sur la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Vous pouvez adhérer à la chaîne si vous avez des commentaires sur nos chroniques. Gênez-vous pas pour le faire. Nos chroniqueurs, chroniqueuses invités sont toujours très contents de vous lire. Alors, sans plus tarder, j'intègre ma chroniqueuse invitée. Vous l'avez déjà vue, vous allez comprendre pourquoi je la ramène dans l'émission. Alors, bienvenue à Sonia Lapointe. Bonsoir, bonjour, ça va bien, Yannick? Ça va très bien toi-même? Oui, merci. Bon, j'ai dit d'entrée de jeu à pas nos auditeurs, mais ceux qui suivent les Midi Livres, que t'avais déjà rencontré et qu'ils allaient comprendre pourquoi je te ramenais pour les Midi Livres. En fait, on fait presque un pèlerinage avec une série de livres. C'est la première fois qu'on parle d'une suite. Alors, je dois préciser d'entrée de jeu que tu es graphiste, tu habites la région de Lac-Mégantic, belle région de Mégantic. Ben oui, c'est sûr. Et il y a quelques semaines, tu es venu commenter le livre suivant. Alors, tu es venu nous parler du livre Le banquier qui avait laissé tomber les chiffres de Pierre-Luc Poulain. Oui, Qui oui, raconte... j'avais eu un très gros coup de cœur d'ailleurs, là. Oui, c'est ça. Alors, vraiment, ce livre-là t'avait parlé. Comme c'est le cas de beaucoup de gens à qui je l'ai prêté dans le passé, toi, je t'ai prêté celui-là, puis tu m'as dit « Ah, mon Dieu, j'ai l'impression que c'est moi le personnage de Marie. » Le Oui. personnage principal, en fait, Marie, qui travaillait dans une banque, décide à un moment donné de se lancer à son compte parce que là, elle est rétrogradée. Mais tout au long du livre, ben, on assiste un peu au déchirement qu'elle a, au questionnement qu'elle a. Est-ce qu'elle se lance en affaires? Est-ce qu'elle demeure à la banque? Et là, j'avise les gens qui n'ont pas vu la première chronique ou qui n'ont pas lu le livre Le banquier qui avait laissé tomber les chiffres, que là, on va dévoiler des choses. Alors, c'est le temps de quitter, là. Si vous voulez, là, on ne peut pas divulgacher des choses. Donc, parce qu'on va parler de la suite. Oui. Dès que tu as lu Le banquier, tu as mis la main sur Marie Inc., la suite du banquier qui avait laissé tomber les chiffres, et tu as continué à suivre ce personnage-là qui, ma foi, te ressemble beaucoup parce que tu disais écoute, je me sens interpellé par ça. Genre, on dirait que c'est moi le personnage de Marie. Et là, je commence à te connaître davantage. Puis je dis, ouais, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup parce qu'il arrive des choses dans ta vie qui pourraient arriver à Marie également. Puis, on a tous un peu ces questionnements-là. On rêve, beaucoup de gens rêvent de se lancer en affaires, osent pas, gardent leur job, mais continuent d'y penser. Et là, tu as lu la suite qui s'appelle effectivement Marie Inc. Alors, je le montre à nos internautes. Marie Inc., les plus hautes montagnes à conquérir sont celles à l'intérieur de soi. Oui, oui, j'ai lu ça pour ne pas dire dévoré, là. Je l'ai vraiment lu en un après-midi. C'est sûr qu'en étant maman de 3 enfants et travaillant à temps plein, c'est rare que je me paie un après-midi à lire un livre, là, à rien faire d'autre. Et je pouvais comme pas arrêter, là. Je pouvais pas quitter Marie pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Je voulais continuer. C'est sûr que c'est pas un livre qui a genre 400 pages. Tu sais, ça se lit bien, là. Tu sais, Ouais. ça se prête à ça aussi, là. Mais c'est sûr que j'ai vraiment... C'est parce que souvent aussi, quand on aime beaucoup un premier livre d'une série, moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé d'être déçue aux autres livres après Ouais. parce qu'on a des attentes. Parce que le premier, on ne s'attend à rien, on ne le sait pas. Mais quand on a des attentes très hautes, on arrive au deuxième, puis là, bien souvent, on se dit, oh, c'est pas aussi bon. On a l'impression que c'est comme pour étirer la sauce, mais pas avec Marie Inc. Là. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était pas un deuxième livre, c'est comme juste la continuité du premier. Ouais, parce que... C'est vraiment la même histoire mais 10 ans plus tard. Là. OK. Alors, Marie s'est finalement lancée à son compte. On le voyait dans la fin du premier tome, le banquier qui avait laissé tomber les chiffres. Alors, elle réussit à se lancer. Là, on la retrouve, tu l'as mentionné, 10 ans plus tard, il arrive quoi avec le personnage de Marie? Bien, Marie,
dans le fond, ça commence au début, c'est que là, elle a encore son entreprise, puis elle fait des présentations à des clients, puis elle se rend compte que l'avenue du virtuel, du numérique dans la vie, comme maintenant, là, avec la pandémie aussi, on l'a vécu, là, que les choses virtuelles avaient priorité quasiment sur les choses en présentiel. Ça la rattrape beaucoup, puis elle se rend compte qu'elle, quand c'est nouveau, elle n'est pas sûre, malgré tous les changements qu'elle avait faits dans sa vie, elle se rend compte que c'est encore des choses qui la bloquent, c'est encore des barrières qu'elle se met elle-même. Puis aussi, elle doit déménager au début, là, dans les premiers chapitres, et elle retrouve sa petite boîte à souvenirs ou son coffre au trésor qu'elle avait fait avec tous des petits souvenirs qui lui rappellent les bons coups qu'elle a fait, des fois les choses moins bonnes, mais qui l'ont fait avancer, que ça l'a fait progresser. Puis qu'elle se rend compte qu'elle a un peu délaissé toute l'énergie qu'elle avait dans les premières années, là, qu'elle avait parti son entreprise. Elle s'est comme un peu laissée rouler sur la vague, là, si on veut. Et là, ça allait bien, donc elle ne fournissait plus les mêmes efforts. Puis là, elle se rend compte qu'elle est un peu à un carrefour, puis qu'elle doit décider si elle va à droite ou à gauche. Mais elle ne connaît aucun des deux chemins, fait que ça l'insécurise un peu, là. C'est vraiment la suite, alors Marie Inc., suite du banquier, c'est vraiment le type de livre que tout travailleur autonome, entrepreneur devrait lire parce que je trouve, pour l'avoir lu, je ne l'ai pas lu il y a quelques jours comme toi, mais je l'ai lu quand il est sorti. Ce livre-là est sorti en 2016, je crois. Et dès qu'il est sorti, j'étais un peu comme toi, j'étais vraiment excité parce que j'aime l'auteur, j'aime le style d'écriture. C'est un livre parfait pour ceux qui n'aiment pas lire nécessairement parce que ça se lit tout seul. Bon, c'est un bon raconteur. Et je lisais ça en disant, mon Dieu, que c'est le profil de gens qui se sont lancés. Et quand on se lance en affaires, l'adrénaline dans le tapis, vraiment, il y a une effervescence, il y a plein de choses nouvelles. On fonctionne sur cette énergie-là de nouveauté. Mais là, à un moment donné, on avance dans l'entreprise et il arrive qu'on se perde un peu, la routine s'installe. C'est un peu comme dans un couple aussi, il faut jamais arrêter de l'entretenir parce que sinon, c'est facile de surfer un peu sur la vague. Puis là, on se rend compte qu'on n'est peut-être plus dans le coup à un moment donné, on n'a plus le même intérêt nécessairement. Est-ce que c'est un peu ça que tu ressentais quand tu lisais cette suite-là? Oui, oui. C'est un peu comme si elle s'était mise sur le pilote automatique en se disant, ben, là, ça va bien, j'ai travaillé fort au début, donc j'ai plus besoin de fournir autant d'efforts parce que comme si le moulin était parti, c'est moins dur de le continuer à le tourner que de le faire commencer De me à tourner, prouver. là. Mais c'est sûr que, je dis pas que c'est mauvais de faire ça, mais je pense qu'à un moment donné, en affaires comme dans la vie, on n'a pas le choix de se réinventer, même si les gens sont rendus allergiques à ce mot-là maintenant. Là, mais il faut se réinventer, il faut voir si mes priorités que j'avais il y a 2 ans sont encore bonnes aujourd'hui. Parce Ouais. qu'avec tout ce qu'on vit, ça change. Puis on se rend compte que si on veut continuer à performer ou à atteindre nos objectifs, là, ben, il faut fournir encore des efforts. Là. Mhm. Oui, et Marie, son entreprise, c'est une entreprise de formation. Elle donne des formations. Puis, à un moment donné, elle va peut-être se rendre compte que ce qui était très d'avant-garde il y a 10 ans qu'elle l'a créé, ça l'est moins. Et là, elle se retrouve, et c'est un autre aspect de ce livre-là, je trouve, c'est que comme entrepreneur, il y a des moments où on sent qu'on est vraiment tout seul. Et elle va le vivre dans sa vie professionnelle, mais elle vit dans sa vie personnelle. Qu'est-ce qui se passe pour elle dans sa vie personnelle? Ben, si on se rappelle, dans le premier, là, elle avait un petit garçon qui avait 10-12 ans, là, puis qu'elle élevait seule et tout ça. Mais là, lui aussi, il a vieilli. Là, il est rendu à 20-22, puis il veut faire ses choses. Puis il a été inspiré par sa mère qui a décidé à un moment donné de vivre son plein potentiel. Fait que lui aussi, il a des rêves. Puis là, ben, il a appliqué pour aller faire un voyage au Népal dans quelque chose qu'il aime, pour quelque chose auquel il croit. Mais c'est sûr que ça bouscule Marie parce qu'en tant que mère, quand ton enfant part à l'autre bout du monde, même si tu veux son bonheur puis tu vois qu'il est heureux, ben c'est sûr qu'il y a une petite partie de nous là, qui a peur puis qui se dit s'il a besoin d'aide, maman va être loin
en tabarouette, mettons. Mais, puis en plus, qui était supposé partir pour quelques mois, mais qui part pour 1 an. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de choses qui se brassent en même temps là, dans la vie de Marie, là. Effectivement, il faut couper le cordon. Dans le premier tome, elle ne vivait que pour son fils. C'est important que son fils ait une bonne éducation, voulait lui payer un voyage à Walt Disney, devait mettre quelque chose sur la table parce que son fils était jeune. Là, tu n'as plus cette excuse-là. Non. Ton fils est parti, il est capable de vraiment de se gérer lui-même. Quand tu pars au Népal, c'est parce que là, tu es comme assez autonome. Hein? Et ça, c'est une autre leçon. Marie va avoir vécu un deuil également. Sa mère, qui était présente dans le tome 1, décède aussi. Alors là, il y a beaucoup de deuil à faire. Tu sais, deuil de son rôle de mère comme elle le connaissait avant. On demeure toujours les parents, mais là, on n'a plus cette excuse-là de « Ah, ben là, mes décisions doivent tenir compte beaucoup de mes enfants, maintenant qu'ils sont autonomes. » Et toi, tes enfants sont à la maison, mais on n'est à pas beaucoup d'années de vivre ça, là. Non, c'est sûr. Puis je pense qu'ils n'ont pas besoin de partir au Népal pour qu'on ait l'impression qu'on est moins utile, entre guillemets, dans le quotidien. Indispensable. Moi, mes enfants, ils ont 13, 17 et 20. C'est sûr que je vais toujours être leur mère, puis s'ils ont besoin de moi, je vais toujours être présente. Mais on s'entend qu'ils sont capables de s'arranger pour beaucoup, beaucoup de choses tout seuls. Puis, c'est sûr que quand on a fait beaucoup d'activités avec les enfants, les activités scolaires, sportives, tout ça, ben, à un moment donné, on se rend compte qu'on se retrouve tout seul le soir parce que tous les enfants sont éparpillés un peu partout. Fait qu'on on a plus de temps, mais au début, on ne sait plus trop quoi faire avec parce qu'on n'est pas habitué. Tu sais, quand ça fait comme 10 ans là, que tous tes loisirs, c'est d'aller avec les enfants à leur activité, ben, tu te retrouves à un moment donné que faut que tu trouves d'autres choses, puis que tu te rappelles c'est quoi qui te faisait vibrer avant. Oui, Parce que des fois, on vraiment. s'en souvient plus. Vraiment, parce que là, ça laisse un gros vide. Tu sais, tu l'as mentionné, là, on connaît tous des parents qui courent à l'aréna, qui courent au gymnase, etc. Mais là, à un moment donné, les enfants partent et même en tant que couple, là, tu n'as plus d'enfants à la maison. Oh, ça peut être long, longtemps. Là, on se rend compte que la routine, c'était le confort. Tu sais, on ne se posait pas de questions, on avait cette routine-là. Et dans le livre Marie Inc., j'ai l'impression qu'elle le vit personnellement, professionnellement. Oh mon Dieu, que c'était le fun d'avancer, mais là, d'avoir dépensé la grosse partie de notre carburant au début pour faire décoller l'entreprise. Et là, l'espèce de choc, là, une réalité qui la frappe de plein fouet, c'est qu'il va falloir que je continue d'innover, que je redonne un élan. Et là, elle va revoir, parce que les gens se demandent, le banquier, on va-tu le revoir? Phil Banks? Ben oui, hein, il réapparaît dans ce livre-là. Oui. Puis comme souvent dans la vie, ben les personnes arrivent dans nos vies au bon moment, puis des fois, ils en sortent au bon moment aussi. Puis un soir, qui était vraiment un peu découragée, puis qu'elle se demandait vraiment où s'en allait sa vie, elle a comme dit tout haut, comme on dit des fois, « Ah, mais t'es où, Phil? J'aimerais ça te revoir. Il me semble que ça me faisait toujours du bien de parler avec toi, tout ça. » Et quelques jours plus tard, il réapparaît dans sa vie. Pas par magie, là, c'est plus avec la magie d'Internet, disons. Puis c'est sûr que fidèle à lui-même, ben, il sait déjà, en parlant avec elle, il lui demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Puis elle n'ose même pas répondre parce qu'elle a l'impression que la liste de choses est trop longue. Puis lui dit ben, je vais te poser la question autrement. Qu'est-ce qui va dans ta vie? Puis là, ben, elle dit ben, c'est sûr que je suis en santé, mon fils est en santé, j'ai des sous pour mettre de la nourriture sur la table, une maison sur nos têtes. Il dit ben, t'es très chanceuse, il dit t'es riche parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas tout ça. Mais elle avait comme oublié qu'il y avait des choses qui marchaient quand même dans sa vie, même si elle avait l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Puis c'est sûr que dans le fond, lui, il a aussi parlé du fait que. Ben, il lui a envoyé une photo. Puis je ne sais pas si on va bien la voir, là, parce que moi, c'est une image qui m'a vraiment bien marquée. Je ne sais pas si on la voit assez. Tu me diras si on la voit bien. Oui, on la voit. Bon, c'est une barrière dans un stationnement, là, un peu quand on paye à l'entrée. Puis c'est écrit dessus « Avancer et la barrière se lèvera ». Ouais. Mais parce que si on reste dans l'auto et on n'avance pas, la barrière, elle ne se lèvera pas.
Elle se lèvera On pas, faut aura y beau croire, par dire tous exemple. les saints du ciel, chialer, n'importe quoi, la barrière, elle ne bougera pas. Mais si on avance, ben, au bon moment, elle va se lever. Puis c'est un peu ça que Phil il essaie de lui dire. Ben, pourquoi s'arrêter avec des barrières qui vont se lever une fois que tu vas être rendu en avant de la barrière, puis que tu vas faire les bonnes choses pour qu'elle devienne pas une barrière, mais maintenant quelque chose qui va te laisser passer puis qui va avoir de quoi de plus beau de l'autre côté. Ce que j'aime de cet auteur-là, c'est qu'il crée des images. Et tu sais, dans le premier tome, il y avait le gland de chêne en disant, ben, vous conservez votre valeur, ça c'est un gland, mais ça va devenir un chêne. Et c'est quelque chose de frappant. Toi-même, tu as ramassé un gland, tu l'as gardé. Quand un de mes étudiants, je le salue, Jérémy Parent, m'avait amené un gland de chêne aussi après avoir lu ça, ça frappe. Là, dans le tome 2, l'image de la barrière, elle est tellement vraie parce que les barrières, c'est nous qui nous les mettons, mais si on avance, on voit que les barrières se lèvent, ou tu sais, que les murs tombent, ou les obstacles, on est capable de les surmonter. Et cette image-là, vraiment, j'en ai entendu parler quand les gens ont lu le livre, c'est ah ben c'est évident. Puis tout le monde a déjà avancé pour voir la barrière se lever. Là, on en a partout maintenant de ça, mais c'est incroyable. C'est une image qui frappe. Et là-dedans, c'est toujours Phil Banks qui nous amène un peu ces images-là, qui fait que on les garde en tête. C'est pas le seul personnage qui revient parce que, bon, on entend parler de Jimmy, son fils, là, qui est en vacances, ben, qui est en mission, qui est parti en voyage au Népal, mais le domaine bancaire a toujours beaucoup de mouvements. Moi, je connais des gens dans le domaine bancaire, des fois, ils travaillent à telle banque, puis 6 mois après, tu les revois, ils travaillent à une autre banque, puis il y a du mouvement. Et elle va rencontrer son ancien patron aussi. Oui, oui. M. Maillard, il va l'appeler à un moment donné, sans qu'elle s'y attende, là, pour lui demander si elle veut aller dîner avec lui le lendemain. C'est sûr qu'elle est très étonnée de son appel parce qu'elle lui a pas vraiment reparlé depuis 10 ans, depuis qu'elle a quitté la banque. Elle se demande qu'est-ce qu'il peut lui vouloir, mais elle va au dîner, un peu par curiosité. Et il lui dit qu'il a quitté la banque d'un commun accord, là, mais je pense qu'il était plus si d'accord que ça avec les méthodes de la banque. Ouais. Puis il lui dit qu'il voulait lui reparler parce il admirait beaucoup ce qu'elle avait fait, de partir de la banque, de partir sa compagnie, d'avancer, de développer son plein potentiel et qu'il aimerait ça, qu'elle lui enseigne un peu, qu'avec des petites discussions, des choses comme ça, parce que lui-même, il cherche un peu qu'est-ce qu'il veut faire, parce qu'il veut comme une pré-retraite, mais continuer à être actif. Puis elle est vraiment très surprise de ça parce que c'est comme si elle a l'impression qu'elle se retrouve dans la position du banquier, de Voilà. devoir un peu enseigner les choses que lui avait enseignées aussi. Puis je pense que ça lui fait croire en elle, puis ça lui donne confiance là, de voir qu'elle se souvient des enseignements puis qu'elle est capable d'en donner une partie à son ancien patron. Là. Mm-hmm. Ah, c'est drôle parce que autant elle était subalterne, mais là, elle devient un peu une espèce de mentor où elle, sans s'en rendre compte, elle est devenue un peu un modèle pour beaucoup de gens de son entourage. Et c'est souvent ce qui arrive quand on prend des décisions qui sont audacieuses. Dans ce cas-là, se lancer en affaires. Et se lancer en affaires, c'est assez facile. C'est de le demeurer. Quand tu demeures 10 ans en affaires, c'est déjà incroyable parce qu'il y a une période de 3 ans qui est très critique. Après ça, tu as un seuil de 5 ans. Lorsque tu réussis à traverser ça, bravo. Et beaucoup ne traversent pas cette période-là. Et après ça, on se dit, bon, là, les tempêtes sont finies. Avec Marie-Inc, on voit que les tempêtes vont toujours y en avoir. Il faut être capable de les traverser. Ça te dit quoi à toi qui a déjà songé à se lancer en affaires, toi qui y pense aussi, on peut le dire, ce serait le fun d'avoir ton projet d'affaires également. Ça te dit quoi, ce livre-là? Bien, ça me dit que tu sais, des fois, je reviens encore avec les barrières, là, mais c'est souvent nous qui se mettons nous-mêmes nos barrières. Ouais. Puis parce que les barrières que les autres nous mettent, on dirait qu'ils sont plus faciles à défaire ou à faire ouvrir que celles qu'on se met nous-mêmes. Ah, Moi, je trouve, là. oui. Parce que celles qu'on se met nous-mêmes, ben, des fois, on ne sait pas pourquoi qu'elle est là, cette barrière-là. Puis on n'a comme pas on ne sait pas il est où l'œil magique pour la faire ouvrir, disons. Fait que je trouve que ce livre-là,
moi, ça me fait vraiment avoir confiance en l'avenir, puis à croire en nos capacités. Puis c'est sûr que des fois, c'est sécurisant de prendre toujours le même chemin. Tu sais, si moi, je vais monter une montagne, puis je prends toujours le sentier numéro 1, ben après la 10e fois, j'aurais plus le sentiment d'accomplissement rendu en haut parce que je vais savoir qu'à 1 kilomètre, c'est telle affaire. Mais si je choisis le plus difficile, ben peut-être que je vais avoir plus de misère, puis ça va me prendre plus de temps, mais je vais avoir appris beaucoup plus de choses. Puis quand je vais être rendue en haut, ben, je vais être plus fière de moi, puis je vais me rendre compte que j'étais capable, même si j'ai pensé pendant 10 ans que je n'étais pas capable. Ouais. Autre question que j'avais, c'est, tu sais, à un moment donné, on est rendu à 40, 45, 50 ans. On a eu nos enfants, professionnellement, on a moins de choses à prouver parce qu'on est connu dans notre domaine. Dans ton cas, tu es graphiste, les gens savent de quoi tu es capable. Redonner un élan professionnel, relever un autre défi. Mon Dieu, est-ce qu'on regarde ça en disant, ah, ouais, là, il va falloir que je refasse comme à 20 ans, un peu lorsque je suis allé étudier pour être graphiste, puis ma première job, puis devoir prouver des choses. Est-ce qu'il y a quelque chose d'épuisant là-dedans ou à l'inverse, si c'est excitant? Est-ce que comment on envisage ça? Ben, je pense que avant de décider de faire le premier pas, disons, ben c'est épuisant. Parce que là, tu as l'impression que ça va être vraiment terrible, puis que c'est comme mener 2 vies de front, parce que, tu sais, des fois, c'est rare que tu vas décider de changer tout du jour au lendemain. Des fois, les gens ils choisissent pour un certain temps d'avoir 2 projets côte à côte pour être sûr que quand tu lâches le premier, le deuxième fonctionne et tout ça. Mais je pense que le plus dur, c'est vraiment de décider de le faire, puis de faire un choix, puis après, il arrive vraiment plein de choses. En tout cas, moi, là, dans ma vie, il est arrivé plein de choses au moment que j'ai décidé, puis qui fait que tu dis, ben là, c'est parce que je peux pas dire que c'est un mauvais choix, là. C'est des signes, c'est la synchronicité, c'est sûr, mais tu sais, je pense que rendu là, ça devient intéressant, ça devient excitant, ça devient valorisant parce que tu dis, ben, ça prouve juste que j'ai fait le bon choix. Puis, tu sais, c'est comme toutes les choses dans la vie, là, tu sais, à un moment donné, il faut aussi que tu finisses par trancher. Tu sais, tu peux pas rester toute ta vie. Juste à y penser, dire j'aurais dû, et Ça. se dire à la fin de sa vie, ouais, tu sais, parce qu'il est prouvé qu'à la fin de leur vie, les gens ne regrettent pas les erreurs qu'ils ont faites. Ils regrettent ce qu'ils n'ont pas osé faire. Ben, Et souvent, ça, c'est et, ça. et ça c'est vrai pour des gens qui sont allés interroger des personnes en fin de vie. Tu sais, tu vas dans un endroit comme la Maison de Lumière à Sherbrooke, quelqu'un sait qu'il va mourir, il n'y a pas de bullshit. Là. Tu sais, tu lui poses des questions, ils n'essaieront pas de te mentir. Tu sais, c'est fini, là, la vie achève. Et il a été prouvé que les gens disaient jamais je regrette d'avoir fait telle erreur. Je regrette de ne pas avoir osé faire telle chose. Dire à telle femme que je l'aimais, j'ai pas osé me lancer en affaires, j'ai pas osé, ça part dans toutes les directions, mais étrangement, les erreurs que les gens ont faites s'en rappellent plus comme j'ai appris des choses. T'sais. Oui. Pourtant, sur le coup, il y a une espèce d'état de panique. Tu parlais des barrières. Les barrières qu'on se met, c'est bon, les plus hautes montagnes à conquérir sont celles à l'intérieur de soi. C'est écrit sur la couverture de Marine. C'est un peu vrai parce qu'on dirait qu'on s'est convaincu. Notre ego se dit on a eu raison de se mettre ces barrières-là et elles sont réelles, les barrières. Ouais. Alors que, comme tu mentionnais, quand d'autres nous mettent des barrières, bien là, on est capable de les remettre en question parce que ce n'est pas notre décision, c'est celle de quelqu'un d'autre. Mais c'est drôle, ça. C'est vraiment drôle. Tu as parlé de synchronicité. Dans le livre Marie Inc., on le voit ça aussi. Synchronicité, elle pense à Phil Banks, il apparaît. Monsieur Mayer arrive dans sa vie aussi. Mon Dieu, elle se rend compte qu'il l'a presque vu comme un modèle ou qu'il lui demande conseil. Il arrive des choses au moment où elles doivent arriver. Oui. Oui, puis c'est sûr que dans la vie en général, les gens qui ne croient pas à la synchronicité, bien étrangement, je trouve que c'est eux que dans leur vie, il s'est passé plus de choses, puis que tu peux leur dire, regarde, là, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il est arrivé ça, ou même, là, 20 ans, tu as rencontré cette personne-là à ce moment-là, puis il fait que maintenant, toute ta vie est différente, puis tu aurais vécu une autre vie sinon. Mais Vraiment. c'est ça, chacun peut décider d'y croire, puis d'avancer avec ça ou non. Ça, c'est un choix personnel. Mais moi, je trouve que
c'est quand tu dis oui, moi je crois à ça, ben il arrive tellement de choses. Là, tu les remarques. Puis vu que tu les remarques, ben là, ça fait que tu chemines puis tu avances parce que tu peux pas dire le contraire. Tu sais, les signes sont là, là. Exactement. Je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça, mais moi, j'aime beaucoup, des fois, dans des moments d'incertitude où je dois prendre une décision, dire hey, là, envoyez-moi un signe, quelqu'un, et ça arrive tout le temps. Il se passe quelque chose. Ou quand on est découragé, on dit hey, là, ça n'a pas de bon sens, là, le téléphone ne sonne pas, je ne reçois pas de courriel, pas de commande. Là, je suis à ma place et il arrive toujours quelque chose quand on est à notre place, qu'on doit faire telle chose. Ça devient presque un jeu. Après ça, tu regardes dans l'air et tu ris en disant OK, j'ai ce que j'avais demandé, j'ai le signe que j'avais demandé. Oui, oui. Puis c'est comme on dit, tout arrive au moment où ça doit arriver aussi, là. Tu sais, des fois, ça se peut qu'on choisisse une route, là, puis que si on se rend compte que ça fait 4 fois là, qu'on se fait faire des jambettes par la vie, là, ben peut-être que c'était pas cette route-là qu'il fallait choisir aussi, là. Voilà. Tu sais, oui, des fois, c'est des épreuves qui nous font grandir, mais des fois, il faut savoir se dire, ben c'était peut-être pas ce chemin-là que je devais choisir. J'ai appris des choses, mais je vais en prendre un autre parce que là, je sens que c'est plus... Il faut écouter sa petite voix aussi, là. Il faut écouter ce qu'en dedans, des fois, il y a des choses qu'on veut, mais c'est pas nécessairement ça qu'on a besoin. Voilà. Mais Je ça, pense sur que le coup, on dans... ne le voit pas comme ça, mais on le Non, comprend après. Et avec c'est ça. l'expérience, c'est vrai qu'on le comprend un petit peu plus. Hey, écoute, parlant de synchronicité, il est arrivé quelque chose de vraiment intéressant cette semaine. Alors que Pierre-Luc Poulain, l'auteur de ces 2 livres-là, du banquier et de Marie Inc., lui, ça fait longtemps qu'il n'était pas allé sur les réseaux sociaux. Je le sais parce qu'il est dans mes amis Facebook. Il ne partageait jamais rien. Il était-tu en vacances? J'ai aucune espèce d'idée. Mais c'était sa fête cette semaine et totalement par hasard, il est tombé sur notre midi livre sur le banquier qui avait laissé tomber les chiffres. Il m'a écrit, il nous a envoyé une vidéo que je ne partagerai pas parce que je ne veux pas tout dire. Mais ce qu'on peut mentionner, par exemple, c'est que en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on lui a donné un peu le coup de pied sans vouloir pour écrire le tome 3 parce qu'il m'a toujours dit, Pierre-Luc Poulain, que ça allait être une trilogie, cette affaire-là. Et Marie, c'est lui. Tu sais, c'est vraiment lui, c'est basé sur sa vie. Lui a travaillé dans une banque, a été à son compte pendant 18 ans et là, il est retourné récemment dans le domaine de la finance. Ça se peut que Marie, dans le tome 3, retourne dans le domaine de la finance en disant bon, ben là, tu sais, j'ai été en affaires assez longtemps, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le tome 3 va faire encore une fois évoluer le personnage, qui évolue au même rythme que l'auteur. Ça, c'est intéressant. Puis, il nous a envoyé un beau mot. Je pense que les chroniques, tes midi sont arrivés au bon moment dans sa vie aussi. Là. Ça paraissait, il avait l'air vraiment content. Oui, oui, puis tu me l'as partagé, puis j'ai bien apprécié aussi ces bons mots, là. C'est quand même touchant de voir qu'il a apprécié la chronique qu'on a faite avec... en tout cas, pour ma part, c'était ma première à vie, puis c'était peut-être pas la meilleure que je vais avoir faite de toute ma vie, mais moi, je l'ai faite Non. avec tout mon cœur, puis j'étais contente de le faire. Puis moi, ce qui m'a impressionnée aussi dans la synchronicité, c'est que la journée qui a envoyé le message, c'est le matin qu'on avait décidé, on fait une chronique sur la série. Ouais. Puis dans l'après-midi ou la soirée, tu m'as transféré son message. Fait que j'ai dit, c'est incroyable, là. T'sais, on ne l'a pas Ouais. décidé après qu'il nous a envoyé le message, mais avant, mais genre 3 heures avant, là. Oui, non, C'est ça, c'est vrai. incroyable, là. Tu fais bien de le mentionner. Et ça aussi, c'est de la synchronicité. Moi c'est drôle parce qu'on le vit quand on devient plus connecté. Moi, en tout cas, on s'en rend compte. Quand on Oui. croit à ça, on s'en rend compte. Et tu as raison de dire, ceux qui n'y croient pas, moi, j'ai souvent vu dans ma vie des gens qui pensent que c'est ésotérique, cette histoire-là de synchronicité, mais dans leur vie, ils vivent plus que n'importe qui. C'est juste qu'ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Et c'est vrai, c'était très drôle, cette chose-là. Puis, je l'ai mentionné, c'est ça, je l'ai mentionné. Hey, justement, on va enregistrer l'épisode sur Marie Inc. Puis, je voulais que ça soit avec toi parce que c'est une continuité. Mais disons que ton été et ton automne ont été sous le signe de la lecture parce que tu as lu aussi un autre livre que j'aime énormément qui est Miracle Morning. Tout Oui. se joue avant 8 heures. Sur The Hal Elrod, on en a parlé précédemment avec un autre chroniqueur, mais ça,
Écoute, quand on se lève 1 heure plus tôt que notre heure habituelle, on peut accomplir énormément de choses dans la vie. Toi, te taper là-dedans parce que tu m'envoies tout le temps des photos le matin, de photos que tu as prises au bord du lac Mégantic, qui est super, mais très tôt le matin. Oui, oui. C'est sûr que quand j'avais lu le livre, puis aussi, c'est sûr que toi, tu disais que, parce que j'ai fait la formation avec toi aussi, là, pour parler devant un public, mais tu sais, tu nous avais beaucoup parlé de ce livre-là, The Miracle Morning, puis tu disais que ça te fait... Tu étais vraiment enthousiaste, puis on le voyait, là, que ça te faisait du bien de le faire. Fait que après que je l'ai lu, je me suis dit, ben je vais l'essayer. Je ne perds pas grand-chose. Au pire, je vais perdre 1 heure de sommeil, c'est tout. Donc, il y a pire que ça dans la vie comme risque. Et après mes vacances, souvent le premier lundi, c'est difficile parce que quand on est en vacances pendant 2-3 semaines, on recommence. Puis je dis non, là, je commence ça cette journée-là. Je vais avoir une raison de me lever. Je vais être, écoute, depuis le 2 août, qu'à tous les matins, je vais marcher. Je me lève à 5h40, 45. Je vais marcher. Et à tous les jours, c'est le même lac, mais en même temps, il est différent à chaque jour. Vraiment, parce que Puis, là, le temps change. Là, oui. on tape dans l'automne. C'est plus frais aussi le matin. Oui. Oui, là, ça paraît une petite laine, mettons. Oui, oui, c'est ça. Bien, surtout au bord du lac. Le lac Mégantic, c'est un petit peu plus froid, là. Mais c'est vraiment wow. Vraiment wow que tu fasses ça. Et qu'est-ce que ça t'a fait de te lever plus tôt? Et puis tu le fais de façon quand même assidue, là. C'est sûr que ça, au début, j'avais peur. Je me disais, tu sais, après 2-3 semaines, je vais être fatiguée, je vais être comme en carence de sommeil. Puis étrangement, ça me donne vraiment une énergie que je n'avais pas avant. Parce que moi, je trouvais ça difficile le matin, pas de me lever, mais c'était le rush avant d'aller travailler. C'est sûr que là, mes enfants, ils se préparent tout seuls maintenant, là, mais tu sais, quand ils étaient plus petits, c'était bon, ben vite, il faut manger, il faut faire ci, il faut se dépêcher. Là, tu arrives au bureau, tu es essoufflé, tu as l'impression que tu as fait un premier chiffre, puis il est juste 8 heures. Tandis que là, ben, tu sais, je me retrouve même avec un petit 10 minutes à avoir le temps de relaxer avant de partir pour travailler que je n'avais pas avant. Puis quand je reviens de ma marche, je suis absolument à la même heure que je me serais levée avant, là. Fait que je n'ai pas plus de temps, mais c'est juste qu'en dirait que, vu que je ne suis pas stressée, on dirait que ça va plus vite, je ne sais pas. On est plus Puis, productif, on accomplit oui, des choses. Vraiment, c'est incroyable, ça. oui. Puis c'est ça, tu sais, je vais marcher, puis dans le milieu de la marche, je m'assois au bout du quai, puis je prends 5-10 minutes juste pour apprécier d'être là, puis d'avoir l'impression que c'est mon lac à moi tout seul. Mais c'est pas ça, mais moi, c'est ça dans ma tête. Il n'y a pas grand monde à cette heure-là. Il est pas mal à toi, le lac. Oui. À moins que les chevreuils que je croise, là, c'est pas mal ça. C'est parfait. Je termine en disant à l'auteur Pierre-Luc Poulain, s'il est à l'écoute, nous, on veut être invités au lancement du tome 3. Ce n'est même pas un questionnement. On va être là, on attend les cartons d'invitation. Alors, écris-le, le livre, là, parce que nous, on ne veut pas que ça prenne 10 ans là, avant de le recevoir. On a lu les 2 autres. Je le rappelle, vous avez le goût de lire, de suivre le parcours de Marie. Dans un premier temps, le banquier qui avait laissé tomber les chiffres. Dans un deuxième temps, c'est le livre dont on parlait aujourd'hui qui est Marie Inc. Alors, ils sont présentement aux éditions Dauphin Blanc. Marie Inc., les plus hautes montagnes à conquérir sont celles à l'intérieur de soi. Alors, lisez ça, ça se lit rapidement. En quelques heures, vous allez passer à travers. Je te remercie énormément, Sonia, de t'être prêtée au jeu. C'est certain que je vais te proposer d'autres livres, évidemment, parce que pour la rentrée, là, on est inondé de livres. Autant ça retardait avec la pandémie. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a un raz-de-marée de nouveautés. Je vous partage, en fait, et je te le partage aussi, celui dont il sera question la semaine prochaine. Je l'ai presque terminé. Il fait très mal à l'animateur, ce livre-là. Il est très difficile et je vous montre la couverture. Adieu les dépendances, mieux comprendre ses cravings, résister sans souffrir. C'est aux éditions Guy Saint-Jean. Je vais te dire une chose, il y a 2 ou 3 chapitres sur la dépendance aux réseaux sociaux. Il y a un questionnaire à remplir. Ça fait très mal parce que quand on parle de dépendance, on pense à l'alcool, la drogue. Il y a bien d'autres dépendances. Et qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on a ces dépendances-là? Et comment on va faire pour résister à ça? Tu sais, le craving, c'est une espèce d'envie insatiable de consommer quelque chose. Ça peut être de la bouffe, ça peut être vraiment de la drogue, mais
les chapitres sur les réseaux sociaux avec des statistiques sont assez alarmantes. Moi, m'ont fait réfléchir, m'ont fait prendre conscience que je le savais là, que j'avais un problème de ce côté-là, mais là, on dirait que c'est encore pire. Alors, il va falloir qu'on se réserve des plages horaires. En tout cas, je ne veux pas vendre le punch, mais j'ai confié ça à une de mes étudiantes et on va en discuter la semaine prochaine de ça. Je pense que ça va interpeller beaucoup de gens, ceux qui ne sont pas dans le déni, là, qui sont capables d'être réalistes là, quant à leur consommation de réseaux sociaux. Alors, c'est un exemple. Il y a un livre de Malcolm Gladwell également qui est sorti, dont je vais vous parler la semaine suivante. On va vous parler de conserves également. Il y a un livre sur les conserves aux éditions Guy Saint-Jean. J'ai donné ça à une étudiante qui adore les conserves. Donc, c'est l'automne, ça se prête à ça. On va voir. En tout cas, mais vous voyez, c'est des livres dans différents registres. Alors, c'est intéressant. Puis, dès qu'un autre livre m'interpelle pour toi, parce que parfois, je mets la main sur un livre, je regarde la couverture et je dis « c'est elle qui doit lire ça, c'est lui qui doit lire ça ». Comme Malcolm Gladwell, ça sera Jérémy Parent qui n'en avait jamais lu. Et quand je reçois un livre de cet auteur-là, c'est comme si je recevais un nouveau Tintin. Là, quand j'avais 15 ans, là, je vais fou. Alors, lui, il ne connaissait pas cet auteur-là et il est extraordinaire. Donc, j'ai dit, ah, ça, c'est Jérémy qui doit lire ça. Des fois, on dirait que je le sens. Alors, mais on a toujours beaucoup de plaisir à en parler et je sais que ça inspire énormément de gens aussi. Alors, merci encore, Sonia. Ben, merci à toi. Je te souhaite une belle rentrée. Ben, merci. Et à vous tous, je vous dis à la prochaine. Bye bye!